Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Patrick Haché dresse sa feuille de route pour l'année 2021. Cela se traduira par des actions concrètes qui impacteront le quotidien des Ivoiriens. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le gouvernement de Patrick Haché a compris que 2030, c'est maintenant, et on entend mener chaque année des actions d'envergure dans les secteurs prioritaires. Pour l'année 2021, le secteur de la sécurité connaîtra une montée en puissance de la lutte antiterroriste, ainsi que les actions de protection civile, comme nous le rassure ici le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous entendons améliorer le rendement des services de police, mais aussi et surtout déployer davantage les sapeurs-pompiers civils sur toute l'étendue du territoire national. Une des grosses préoccupations aussi, c'est la lutte contre le terrorisme. Les moyens devront être dégagés pour que notre lutte gagne en efficacité. Le secteur de la santé va intensifier sa stratégie vaccinale dans les semaines à venir et le renforcement du plateau technique en Côte d'Ivoire va se poursuivre en 2021 avec la construction et la réhabilitation de plusieurs édifices sanitaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. Dans le contexte où le virus de la Covid-19 est toujours actif dans le pays, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rassure ici les Ivoiriens sur la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire va se donner les moyens d'avoir tous les types de vaccins et nous allons faire en sorte que partout où tous ceux qui sont en âge d'être vaccinés ils pourront se vacciner pour se protéger contre cette maladie. D'ici la fin d'année, c'est plus de 300 lits supplémentaires qui seront servis, plus de 100 blocs opératoires. Nous allons augmenter l'accessibilité aux soins de santé par l'opérationnalisation de la CMU, la vulgarisation, et nous allons travailler avec tous les Ivoiriens pour que chacun, en arrivant à l'hôpital, n'ait pas la peur au ventre. Parce que l'objectif de la couverture maladie universelle, c'est de faire en sorte que lorsque vous arrivez à l'hôpital, quel que soit votre statut, vous puissiez être pris en charge. Dans le secteur de l'éducation, en attendant l'impact de la mise en œuvre du décret d'application de la suppression des frais COGES, le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation entend cependant améliorer la qualité du service éducatif. Il s'agit d'intensifier la construction et l'équipement des écoles et des collèges de proximité. Au niveau de la qualité, il s'agit de voir comment recruter des enseignants qualifiés et comment également faire en sorte que le niveau des élèves soit meilleur. Donc ce deuxième défi au niveau de la qualité, c'est la qualité et l'excellence. Le troisième niveau de défi, c'est celui de la gouvernance. Il s'agit de voir comment financer l'école. Entre autres, l'enseignement supérieur bénéficiera de nouvelles universités qui viendront, elles, redorer le blason de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Les chantiers en cours vont continuer. Vous avez actuellement l'université de San Pedro qui est en construction. La première phase de l'université qui, à terme, devra accueillir 3000 étudiants a été réalisée à 40%. Il reste les 60% et les travaux continuent. Nous avons bon espoir d'achever ce qu'on appelle le bouclage financier sur l'université de telle sorte qu'en octobre 2021, on puisse ouvrir cette université. Et de l'autre côté, vous avez l'université de Bontougou, financée par la Banque islamique de développement, qui est en cours de réalisation et les travaux vont bon train. Et là également, normalement, nous devons pouvoir ouvrir cette université en octobre 2022. Les dispositifs d'insertion socio-professionnelle pour les apprenants, déjà aptes pour l'emploi, sont prévus par le gouvernement. Tous les programmes qui sont en cours vont continuer, mais au-delà de ces programmes, nous allons explorer toutes les possibilités, comme je l'ai dit, et avec le secteur privé et avec les autres ministères sectoriels, nous allons explorer toutes les possibilités pour aller beaucoup plus loin dans les résultats donc déjà obtenus. La feuille de route désormais dressée, le chef du gouvernement, son Excellence Patrick Haché, ne demande qu'une chose aux membres du gouvernement, des actions suivies de résultats afin d'améliorer le quotidien des populations.
président somalien, son excellence Mohamed Abdullahi Mohamed, mis sous pression par ses alliés, a appelé à la tenue d'élections à l'issue de la journée du mardi 27 avril 2021, qui avait vu des habitants de Mogadiscio quitter leur quartier, craignant de nouveaux affrontements armés. Le chef de l'État somalien, connu sous le surnom de Farmajo, s'adressera au Parlement ce 1er mai 2021 afin d'obtenir son approbation pour le processus électoral et appelle les acteurs politiques à un dialogue urgent sur la manière de conduire le vote lors d'une allocution diffusée sur les médias d'État. Les tensions politiques enflent depuis la fin du mandat du président somalien qui a expiré le 8 février 2021 sans que des élections aient pu être organisées. Le 12 avril 2021, le Parlement a voté une loi prolongeant son mandat de 2 ans dans l'attente de l'organisation d'un scrutin présidentiel provoquant l'acharnement de l'opposition. L'impasse électorale s'est transformée en affrontement armé le soir du dimanche 25 avril 2021 alors que des combattants alliés à l'opposition installaient des barrages dans plusieurs quartiers de Mogadiscio. 2 des 5 États semi-autonomes qui composent le pays, en l'occurrence l'État de Galmudug et celui de Hirshabelle, ont officiellement rejeté la prolongation du mandat présidentiel et appelé à la tenue des élections. Le Premier ministre somalien, son excellence Mohamed Hussein, a salué cette déclaration et appelé à l'accélération des élections justes et libres. Il a aussi appelé les commandants militaires à ramener leurs forces à leur base et exhorté les leaders de l'opposition d'arrêter les actes et mouvements qui peuvent générer un conflit violent. En Somalie, de telles violences à caractère politique n'ont plus été observées depuis plusieurs années en Somalie. Merci. L'État du Cameroun vient d'acquérir ce 19 avril 2021 de nouveaux infrastructures sur le long du pipeline Tchad-Cameroun. Il s'agit entre autres des bâtiments, magasins et aires de stockage construits par la Cameroun Oil Transportation Company sur le domaine de l'État pour abriter ses employés lors de la réalisation du projet Pipeline Tchad-Cameroun. Le projet étant déjà dans sa phase d'achèvement, l'entreprise a remis ses investissements à l'État du Cameroun. Le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, et le directeur général de la Colco, Xavier Folk, ont signé ce jour dans un hôtel de la place à Yaoundé un accord de rétrocession des 10 infrastructures à l'État du Cameroun. Une cérémonie qui s'est tenue en présence du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, du ministre des Finances, Louise Pose Motazé, du ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorette Dongo, et enfin du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monuna Fotu. C'est un rapport à la convention conclue entre les deux signataires le 20 mars 1998 portant sur la construction, l'exploitation et l'entretien du système de transport camerounais que la Cameroun Oil Transportation Company a construit des bâtiments, aménagé des espaces et réalisé des installations qui sont aujourd'hui une propriété du Cameroun. Ces infrastructures sont reparties dans 5 départements et 4 régions du territoire national. Quelques-uns de ces bâtiments gratuitement offerts à l'État du Cameroun servent déjà au ministère de la Défense, des Finances, des enseignements secondaires, de l'éducation de base, de la jeunesse et de l'éducation civique ou encore à la police. Ces administrations y logent leurs services déconcentrés ainsi que leur personnel. Henri Eyebe Aïssi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, n'a pas manqué de témoigner de la satisfaction de l'État dans le cadre de ce partenariat. Il est bon de retenir que dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant que promeut et développe l'État du Cameroun sous la très haute impulsion de son Excellence le Président de la République, son Excellence Paul Biya, une convention d'établissement a été signée entre CODCO et le Cameroun. Et dans le cadre des engagements pris, des infrastructures ont été réalisées. Des équipements ont été mis à disposition, des espaces ont également été aménagés. Donc, CODCO a respecté ses engagements dans ce domaine-là. Nous sommes amenés à recevoir, en termes de transfert, bénéficier donc de la rétrocession de ces équipements, de ces infrastructures, de ces espaces à l'État. C'est donc un partenariat dans le cadre duquel les engagements de CODCO ont été respectés. En deuxième lieu, nous organisons un transfert officiel pour une affectation aux administrations publiques des infrastructures, équipements, espaces en question. Le ministère des Domaines au sein du gouvernement et pour le compte de l'État doit assurer le meilleur usage du patrimoine public. Cela dans l'esprit de la stratégie nationale de développement. Cette convention nous permet au niveau du MINCAF donc de passer le message
que les engagements de CODECO ayant été respectés, le meilleur usage sera fait de ces éléments du patrimoine public. Pour le directeur général de la Cameroon World Transportation Company, c'est d'abord et avant tout un devoir et un plaisir. For me, thank again Mr. Minister for his cooperation during so many years and for organizing that ceremony. It's quite a remarkable event, as he has described previously. And as a matter of fact, as you listen my speech, CODECO is not only an oil transportation company, but we have a social responsibility. We are a special company. We're crossing the whole country along 900 kilometers. I think more than 200 villages. And at the inception of that project, the government and the Republic of Cameroon had the courage to help this private company to build that pipeline. So I would be tempted to say it's a natural order of our duty, because it's really a duty that we have, to give back those equipment that the government has allowed us to build during the construction. It also perfectly fits with our corporate, citizenship and the help we're providing. I heard it's going to help for schools, for administration buildings, so that fits perfectly with our CSR program. And lastly, as the Mr. Minister mentioned, I'm happy that this little stone that we gave today is a first step into the strategy 2020-2030 that the government of Cameroon is envisioning to build for the next years. So really proud about this. Le ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières s'est engagé au nom de l'État à garantir la pérennité et la fonctionnalité de ces équipements et bâtiments pour le meilleur usage de ce nouveau patrimoine public donné gratuitement par l'entreprise citoyenne CODECO. Ce lundi 26 avril 2021, il est 9h50 lorsque M. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, arrive à la primature afin de présider la cérémonie d'ouverture de la revue sectorielle des projets du C2D sous le haut parrainage du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jérôme Patrick Hachi. Pendant 5 jours, prendront part à ces travaux d'intérêt public les participants ci-dessous. Au titre de l'État de Côte d'Ivoire, la présidence de la République, la primature, le ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, le ministère d'État, le ministère de la Défense, le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère du Budget du portefeuille de l'État, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle et du Service civique, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, les agences d'exécution des ministères en charge des projets du C2D, les unités de coordination de projets et cellules de suivi de projets, exposant la Convention de la société civile de Côte d'Ivoire, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Au titre de l'État français, l'ambassade de France, l'Agence française de développement. Au titre des institutions internationales, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire mondial, le Fonds international de développement agricole. En ouverture de cette cérémonie, un film sur le C2D a été diffusé pour résumer la situation et les objectifs de ces travaux, dont nous vous proposons un extrait. Développement. Lorsque la Côte d'Ivoire rembourse sa dette, le même montant est reversé sous forme de dons pour financer les projets de développement identifiés de commun accord par les deux parties. La dette de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France était de 2500 milliards de francs CFA. Suite à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, la France a annulé 600 milliards de francs CFA et a alloué le montant de 1900 milliards de francs CFA au C2D pour le financement des projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Les domaines d'action du C2D s'inscrivent dans 7 secteurs majeurs de développement. Ce sont éducation, formation, insertion, santé et protection sociale, agriculture, développement rural, biodiversité,
développement urbain, appui à la décentralisation, eau et assainissement, infrastructures de transport, justice et sécurité. En plus de ces axes stratégiques, les enveloppes transverses sont constituées pour le financement des études et du dispositif de pilotage, ainsi que des appuis budgétaires. Le premier C2D, dont la mise en œuvre s'est déroulée sur la période de 2012 à 2015, a investi plus de 413 milliards de francs CFA. Et le deuxième C2D, en cours de réalisation, se chiffre à 738 milliards de francs CFA et a démarré depuis 2014. Des écoles, des hôpitaux, des routes, des ponts, des bourses d'études, des universités réhabilitées, des emplois créés pour les jeunes, des infrastructures judiciaires et pénitentiaires en construction, l'assainissement de la ville d'Abidjan amélioré, l'eau potable accessible à un plus grand nombre, des villages désenclavés, la biodiversité protégée, la formation agro-pastorale dispensée, et bien plus encore. Toutes ces grandes réalisations de développement à l'actif du C2D ont une belle histoire et un bel avenir. C'est alors que le maître de cérémonie plante le décor de cette cérémonie d'ouverture. Votre mobilisation exceptionnelle ce matin est le témoin le plus éloquent que cet exercice est utile. Et donc, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, la revue sectorielle est une plateforme pour tous les acteurs de mise en œuvre de C2D de se retrouver en début de chaque année pour discuter de l'état d'avancement des projets sur l'année écoulée, pour discuter des difficultés qui se présentent aux uns et aux autres et, de façon totalement inclusive, d'examiner les propositions de solutions qui peuvent être faites. Et c'est les résultats de ce type de travaux que Madame la coordonnatrice vient de vous présenter et que vous avez applaudi chaleureusement, on vous en remercie. Je suis très heureux de participer ce matin à la cérémonie d'ouverture de la revue sectorielle 2020 qui constitue un rendez-vous important de la gouvernance et du suivi en exécution des activités du C2D. Depuis la signature du premier contrat en décembre 2012, le C2D constitue un marqueur fort, un outil d'action original et puissant du partenariat qui lie nos deux pays. Son ampleur est inédite en Côte d'Ivoire, avec un montant de près de 1 900 milliards de francs CFA engagés aujourd'hui aux 2 tiers. Tout d'abord, je tiens à féliciter la performance globale des 2 premiers contrats, dont, Madame la coordinatrice l'a rappelé, le taux de décaissement cumulé au premier niveau dépasse 960 milliards de francs CFA. Au second niveau, ce taux est à 880 milliards, un peu plus faible, et sera analysé en détail au cours de nos travaux cette semaine. Dans le même temps, la France se prépare à instruire le 3e contrat du C2D, dont les travaux débuteront la semaine prochaine. Ces négociations interviendront dans un contexte marqué par la volonté exprimée par son Excellence le Premier ministre d'accélérer la mise en œuvre des projets et programmes qui concourent à la croissance économique et sociale du pays, sur une trajectoire aux ambitions qui ont été clairement réaffirmées. L'enjeu sera de s'accorder sur une programmation cohérente et ambitieuse, alignée sur les priorités du PND 21-25, qui permettent une mise en œuvre fluide et l'atteinte de résultats mesurables. La revue des 2 premiers contrats qui démarrent ce matin est donc essentielle, à 2 titres. Tout d'abord, elle va conduire pour chaque secteur à formuler des recommandations concrètes et des axes de remédiation dont un pilotage rapproché doit garantir une utilisation efficiente et plus rapide des fonds restant à décaisser au premier niveau, près de 181 milliards de francs CFA, et surtout au second niveau, 98 milliards de francs CFA. D'autre part, les enseignements tirés de la mise en œuvre des conventions d'affectation qui ont été signées et l'évaluation des performances vont nourrir les orientations qui structureront les négociations du 3e C2D, tant au plan des priorités sectorielles qui seront choisies, que des instruments utilisés, aide projet, aide budgétaire sectorielle ou aide budgétaire ciblée. Je ne saurais conclure ce propos sans saluer le travail de toutes les équipes qui contribuent au quotidien à la bonne réalisation du C2D, avec en premier chef Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, les équipes de la primature et du secrétariat technique du C2D, les ministères techniques qui sont les maîtres d'ouvrage des projets,
les coordonnateurs et l'équipe des unités et cellules de coordination des projets et la direction des marchés publics. Permettez-moi enfin un mot particulier à l'adresse de la société civile ivoirienne et française qui, partie prenante à la gouvernance du C2D, sont associées aux travaux. Je puis vous assurer de la plus grande attention aux remarques et recommandations que vous formulerez cette semaine, tout comme celle de la délégation de la société civile congolaise, invitée cette année à partager son expérience. Donc je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie de votre aimable attention. La partie française étant dignement représentée et satisfaite de l'ouverture de ces travaux dont les objectifs sont objectif général. L'objectif général de ces travaux est d'assurer l'atteinte des objectifs sectoriels des projets du C2D. Objectif spécifique. De façon spécifique, il s'agira par secteur de passer en revue la mise en œuvre des activités effectuées au cours de l'année 2020 et des années antérieures. Mettre en relief les éventuels écarts par rapport aux attentes. Actualiser les prévisions de décaissement 2021, examiner les rapports d'évaluation des projets et, le cas échéant, les conditions d'évaluation à mi-parcours des projets qui n'ont pas encore fait l'objet d'attention, tirer les leçons de la revue sectorielle 2020 pour mieux anticiper les difficultés éventuelles et faire des propositions en vue de les surmonter ou d'en atténuer les effets. C'est alors qu'en clôture de cette première journée, la parole est revenue au ministre de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire, M. Adama Coulibaly. Honorables invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Patrick Achi, qui m'a fait l'honneur de le représenter à cette rencontre, remercier l'ensemble des participants pour leur présence à l'ouverture de la 8e édition de la Revue générale des activités des projets du contrat de désendettement et de développement. Je salue particulièrement les membres du gouvernement présents et les efforts qu'ils fournissent pour la mise en œuvre diligente des opérations des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. Je voudrais également saluer l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Jean-Christophe Béliard, absent en raison de certains impératifs, qui œuvre inlassablement au renforcement du dialogue pour l'amélioration de la mise en œuvre des projets de développement du C2D. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de cette revue de portefeuille pour me féliciter de la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment depuis la fin de la crise post-électorale de 2011. Le C2D est devenu ces dernières années l'un des principaux outils opérationnels de l'appui de la France au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. À cet instrument financier se sont ajoutés les prêts souverains de l'AFD et les prêts du Trésor français, dont la complémentarité participe au succès des projets initiés à travers le territoire national. À cet égard, il est utile de noter que l'approche masse critique des opérations promue par le C2D ainsi que les appuis budgétaires sectoriels ont contribué significativement au progrès structurel réalisé dans différents secteurs tels que la justice et l'état de droit, le continuum éducation, formation, emploi, la santé, l'eau potable, l'environnement, l'agriculture, les infrastructures de transport. Dans ce cadre, je voudrais saluer et encourager la synergie d'action avec nos autres partenaires techniques et financiers sur l'ensemble des secteurs clés. En dépit de la crise sanitaire de la Covid-19, les activités du portefeuille ont été maintenues, bien que parfois ralenties. Je m'en félicite et je salue la forte implication des autorités françaises au sein du G20 dans la recherche de solutions pour soulager la pression sur nos finances publiques à travers notamment le moratoire sur la dette et le cadre commun. Pour sa part, au niveau national, l'AFD a joué un rôle important dans le cadre de la plateforme des partenaires techniques et financiers en matière de coordination de la mobilisation des ressources pour le financement du plan de soutien économique, social et humanitaire. Fin de l'ouverture de la cérémonie de la revue sectorielle des projets du C2D de ce lundi 26 avril 2021 à la Primature à Abidjan en Côte d'Ivoire.
Jeudi 15 avril 2021 n'a pas été de tout repos pour Luc Messi à Tangana. Accompagné de ses plus proches collaborateurs, le maire de la ville de Yaoundé a bravé un soleil de plomb qui rayonnait sur la capitale pour se rendre dans les multiples chantiers en cours dans la ville aux 7 collines. Objectif, prendre le pouls sur l'état d'avancement des travaux. Premier arrêt de l'élite de la ville au quartier Olézoa, site du projet de construction d'un restaurant au standing. Ici, le chantier est véritablement lancé. On peut déjà voir la maquette de ce joyau architectural qui poussera de terre pour faire rayonner davantage la ville de Yaoundé. Nous sommes situés au premier parking du projet. Et sur ce parking, on aura une balustrade juste au fond du talus. Sur cette balustrade, le visiteur pourrait arriver au niveau du parking et se tient au niveau des balustres pour observer le reste du projet. Peut-être il peut décider de descendre plus bas pour aller au restaurant ou bien aller s'asseoir au niveau des arbres qui seront là. Maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement du projet, nous aurons à ce niveau-ci un premier nœud. Donc il y a d'abord une première voie qui part de ce côté, qui alimente le projet, et une deuxième voie principale qui descend à ce niveau, qui arrive au deuxième parking du projet. Sur ces voies, il y a une qui sera opérationnelle pour les véhicules. La deuxième sera une voie piétonne. Donc ça veut dire que les voitures ne vont pas passer par là, sauf en cas d'urgence, peut-être en cas d'incendie pour les sapeurs-pompiers. Mais cette voie sera juste opérationnelle pour les piétons. Sur l'axe menant au carrefour Aala, le maire de la ville a rencontré près d'une trentaine de jeunes en pleine opération de déguerpissement et d'aménagement du territoire. L'objectif étant de désengorger les rues occupées de façon anarchique par les commerçants de la ville. L'exercice porte sur environ 1000 mètres et curetage des rigoles. Travail apprécié par le maire de la ville qui n'a pas manqué d'encourager les ouvriers à l'œuvre. Autre escale à la station de traitement de boue de vidange au quartier d'Ietoa. Ici, les travaux vont bon train, même si le chantier accuse un léger retard dans les délais. Le super maire de la capitale politique s'est entretenu avec les responsables en charge des travaux et les différentes entreprises partenaires. Personnellement, je me félicite en constatant la mobilisation des ouvriers qui est faite sur le chantier, ce qui laisse présager que nous allons effectivement rattraper le retard accusé et qu'avec le prolongement que vous avez sollicité en fin juin, juin 2020, vous allez effectivement achever les travaux de ce chantier. Donc nous comptons donc sur votre maintien de ces rythmes parce que il est rare de voir tant d'ouvriers à la fois sur un chantier. Il faut maintenir cet élan pour que les délais supplémentaires qui viennent de vous être accordés soient effectivement respectés. Je pense que notre partenaire, l'AFD, qui veille aussi à ce que ces délais soient respectés, éprouve le même sentiment. Le cœur à l'ouvrage, le maire de ville entend, à travers ses multiples chantiers en cours d'exécution, faire de la ville aux 7 collines une véritable métropole méga infrastructurelle qui milite au confort de sa population. Accompagné des ministres Anne Ouloto, Dano Paulin et Bruno Koné, le Premier ministre a rendu visite au numéro 1 de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, le cardinal Jean-Pierre Coutois. Cette visite avait pour objectif de recevoir des bénédictions pour la réussite de la mission que lui a confiée le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Ça répond d'abord à un principe institutionnel qui veut que lorsque un Premier ministre est nommé, il approche les autorités religieuses pour recueillir leur bénédiction sur sa mission. C'est dans ce cadre-là qu'on rencontre les responsables des principales grandes confessions qui existent dans notre pays. Dans le cadre des échanges que nous avons avec les premiers responsables de ces institutions, on a un aperçu, on a un pool
de sentiments qu'il y a dans le pays. Et ça nous permet d'orienter les actions que nous menons de façon à apporter, conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la paix, la sérénité et le bien-être. Bien d'autres sujets ont été abordés dans les échanges entre le cardinal et son hôte. Le cardinal est quelqu'un de très cultivé et nous avons décidé ensemble que ce genre de rencontre entre le Premier ministre, qui a la charge de conduire le gouvernement, et les institutions comme la sienne, que ces rencontres-là puissent se faire régulièrement, afin qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts et conduire le pays de sorte qu'il apporte aux populations au quotidien le bien-être, le réconfort, la paix. Se doter d'un système d'archivage moderne, tel est le projet que le port autonome de Douala souhaite mettre en œuvre depuis quelques années déjà. C'est au cours d'une cérémonie organisée le 22 avril 2021 au Musée national à Yaoundé que le directeur général de cette institution, Cyrus Ngo, et le directeur des archives nationales du Cameroun, Dr Esther Olembe, ont parachevé une convention cadre d'assistance technique et de partenariat. Une cérémonie placée sous la supervision conjointe du ministre des Arts et de la Culture Ismaël Bidoumpat et de Jean-Ernest Gallet-Bibéé, ministre des Transports. Un accord qui vient concrétiser les efforts de tous les acteurs du domaine à doter le port autonome de Douala d'un système d'archivage conforme aux lois et règles en vigueur ainsi qu'aux normes et standards internationaux. Dans le cadre de cette convention, les archives nationales ont pour mission, notamment, effectuer un audit d'archivage global de la gestion des données et des informations au port autonome de Douala, de conseiller et d'orienter de manière permanente sur les choix les plus pertinents et efficients de solutions d'archivage, aussi bien que pour les infrastructures lourdes que pour les procédures de gestion de l'information. Le port autonome de Douala, quant à lui, se doit de mettre en place un comité de pilotage du programme de gestion de ces archives et de fournir aux archives nationales du Cameroun toutes les informations utiles aussi bien pour l'élaboration des contenus que pour la réalisation des mandats d'appui conseil. Lancé depuis 2018 dans la modernisation de son système d'archivage sous l'impulsion de son directeur général, le port autonome de Douala entend, grâce à ce partenariat, reconstituer de façon titanesque sa propre histoire. Un peu plus de 1151 milliards de francs CFA est le montant cumulé affecté au financement et à la réalisation des projets dans le cadre du contrat de désendettement et de développement depuis sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Après 8 ans de mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement, C2D, en Côte d'Ivoire, les parties prenantes font le point des résultats obtenus au sein des populations initialement ciblées du lundi 26 avril au 11 mai 2021 à Abidjan. Le niveau d'exécution du C2D est satisfaisant. Tous les projets sont quasiment achevés. Nous avons noté les projets qui sont encore en cours, notamment au niveau de la formation professionnelle. Plusieurs réformes ont été financées par le C2D. Le C2D est un moyen qui permet de reconvertir la dette de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France en programme de financement de la lutte contre la pauvreté. Le C2D constitue un marqueur fort, un outil d'action original et puissant du partenariat qui lie nos deux pays. Son ampleur est inédite en Côte d'Ivoire, avec un montant de près de 1900 milliards de francs CFA engagés aujourd'hui aux 2 tiers. Les travaux de la revue sectorielle 2020 permettront aussi de définir de nouvelles perspectives. À l'entame du nouveau cycle de planification et de programmation, nous devons réunir toutes les conditions en vue de poursuivre et d'amplifier la dynamique économique des dernières années en prenant en compte les défis actuels. Les négociations pour le 3e C2D auront lieu du 3 au 7 mai 2021. Elles porteront sur un montant résiduel de 751 milliards de francs CFA qui vont financer les secteurs identifiés dans le plan national de développement, PND 2021-2025.
Le ministre des Travaux publics accompagné de ses proches collaborateurs a procédé ce 19 avril 2021 à la visite de certains projets structurants engagés dans la région du centre. Objectif, s'enquérir des états d'avancement des travaux dans les différents chantiers. Le premier arrêt est effectué au site du projet de l'immeuble siège de l'institution du contrôle supérieur des finances publiques, situé dans l'arrondissement de Yaoundé-Prémy. Ici, les travaux vont bon train. Satisfait. Vous-même, vous avez entendu que la première phase est déjà achevée à 98%, qui est déjà quelque chose qui mérite nos encouragements aux prestataires. Nous sommes fiers et vous savez que c'est un bâtiment qui doit abriter une association internationale dont le Cameroun occupe le poste de secrétariat général. Je suis actuellement secrétaire général de cette association et on doit finir ce bâtiment dans 2 ans. Et avec ce qu'on voit derrière nous, nous sommes fiers et nous avons la confiance que dans 2 ans, ça sera fini pour la fierté de notre pays. Au siège du projet de l'immeuble de la Commission des forêts d'Afrique centrale, on note plus de 70% d'état d'avancement du chantier, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire de coronavirus. La Commission des forêts de l'Afrique centrale, en ce moment, comme vous le voyez, le bâtiment est déjà sorti du sol. Nous sommes à presque 62% d'exécution des travaux. En ce moment, le véritable problème, c'est surtout la pandémie qui nous gêne, puisqu'on est en phase de finition et 80% des matériaux de finition viennent de l'extérieur. Donc c'est ça qui nous gêne un peu en ce moment. Sur la route Batienga-Tuyoko, on peut déjà voir les allures du chantier du carrefour d'Obala se dessiner à l'horizon. Tel est l'ensemble de projets au cœur du ministre des Marchés publics. Après cette visite effectuée dans ces différents sites, le ministre n'a pas manqué de s'en réjouir de l'état d'avancement des travaux dans ces différents chantiers. De manière globale, nous sommes véritablement satisfaits. Et la satisfaction est d'autant plus grande que le désenclavement de la population est en marche ici dans le département du Mba-Mekim avec le pont, mais avec aussi la voirie urbaine d'Ntui. Cependant, les difficultés dans l'exécution des travaux ne manquent pas au rendez-vous de la mise en œuvre de ces différents projets. Mais le ministre Talba Mala Ibrahim rassure les populations. Ces projets, ces difficultés sont inhérents à tous les grands projets. Et nous les avons rassurés de ce que tout ce qui est faisable, conformément à la réglementation, et tout ce qui est faisable par rapport aux disponibilités financières seront faits. Parce que le chef de l'État a pris un engagement important et pour réaliser les grands travaux et nous sommes en train de les réaliser. Et c'est peut-être le contraire qui est surpris compte tenu de l'envergure des projets et compte tenu également de l'importance financière. Mais les problèmes qui restent sont véritablement mineurs, qu'il s'agisse des déplacements des réseaux et comme nous travaillons de concert avec Camwater ou qu'il s'agisse des déguerpissements des populations en relation avec les autorités administratives, nous trouvons toujours des solutions et ce n'est pas des vrais problèmes. Surtout que globalement les projets sont réalisés parfois à 98%, parfois à 85%. Ma foi, c'est normal qu'il y ait ce genre de petits problèmes, mais nous en avons l'habitude. Même pour les grands projets, nous en avons l'habitude et nous savons pouvoir trouver des solutions idoines à toutes les questions posées par les populations surtout. Parce que notre objectif, c'est la satisfaction des populations. Et à travers ces routes, à travers ces voiries, c'est les populations que nous visons. Parce qu'en bout de chaîne, si la population est heureuse, c'est le Cameroun qui est bien. La répression des manifestations et violences du 27 avril 2021 à N'Djamena ont été condamnées par son Excellence Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi, qui a été reçu à l'Élysée pour un déjeuner de travail avec au menu le dossier tchadien. Dans une déclaration commune, les présidents français et congolais ont condamné fermement la répression des manifestations et appelé le Conseil militaire à respecter ses engagements, notamment celui d'une transition pacifique et inclusive. Le président français a affirmé haut et fort son soutien à la transition démocratique et inclusive, alors que la France était la cible des slogans hostiles lors des manifestations dans la capitale tchadienne. Moins d'une semaine après son déplacement à N'Djamena, le président français a également tenu à faire une mise au point. Je cite:
J'ai apporté mon soutien à la stabilité et l'intégrité du Tchad, très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession et la France ne sera jamais aux côtés de ceux et celles qui forment ce projet, a déclaré Emmanuel Macron. Félix Tshisekedi a pour sa part réitéré ses propos tenus vendredi 23 avril 2021 à N'Djamena. Je cite, « Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'elle aille très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. L'Union africaine va sans doute envoyer dès cette semaine une mission de médiation sur place, une mission qui, selon nos informations, devrait être conduite par le Nigérian M. Bankole Adeoye, le nouveau commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, a affirmé dans un discours télévisé que son pays assumera ses responsabilités. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement sera appelé à dévoiler. Je voudrais également rassurer nos partenaires que le Tchad continuera de tenir son rang et assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous ses engagements internationaux. Tous nos compatriotes en exil, pour une raison ou une autre, qui sont loin de leur terre, doivent rentrer au pays pour le bâtir ensemble. Leurs frères, leurs fils, leurs parents les attendent comme nous, les bras ouverts dans l'esprit de paix et de réconciliation. Le super maire de la ville de Yaoundé a reçu en audience le 23 avril 2021 Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun. Objectif, trouver les voies et moyens pour faire du développement de la ville de Yaoundé une réalité. Les deux personnalités se sont réunies à l'hôtel de ville de Yaoundé pour parler du développement de la capitale du Cameroun. Durant plus d'une demi-heure, ils ont échangé sur les différents projets structurants et chantiers lancés dans la ville. Merci monsieur le maire de m'avoir accueilli aujourd'hui. L'objectif de ma visite, c'était de faire un peu le point sur les priorités de monsieur le maire, comprendre un peu mieux le fonctionnement de la mairie avec cette nouvelle élection, cette nouvelle responsabilité. Et puis également de réaffirmer le soutien de la France à travers notamment l'Agence française de développement au développement de la ville. Ça fait très longtemps que nous menons des projets de coopération structurants pour notamment la ville de Yaoundé, à la fois pour le transport, l'assainissement, la voirie. Et c'est de tout cela dont nous avons discuté. Monsieur le maire m'a exposé un peu les défis et les grandes orientations, ces grandes priorités pour les années à venir au service de la population de la ville. Élu maire de Yaoundé en mars 2020, Luc Messia Tangana a fait de la modernisation de la capitale son principal cheval de bataille. Pour y parvenir, il compte sur une synergie d'action afin de parachever les chantiers en cours d'exécution, notamment l'entretien des voiries municipales, la construction du tronçon routier dans certains quartiers de la ville, ainsi que l'aménagement des espaces culturels et de loisirs. Cette visite du diplomate français vient consolider davantage les liens d'amitié et d'entraide qui lient les deux pays. Le séminaire PTG 2021 qui s'est ouvert le mercredi 21 avril 2021 dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire avec un discours de cadrage de M. Jérôme Patrick Hachi qui a été marqué par sa gratitude et celle des membres de son gouvernement de mission à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, sans omettre de rappeler la vision 2030 du président de la République et de son projet de société baptisé Une Côte d'Ivoire solidaire. Ce séminaire PTG 2021 s'est tenu sur 3 jours
le vendredi 23 avril 2021, jour de clôture. Il est 16h dans la salle des pas perdus du palais présidentiel lorsque le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, en ouverture de cette journée de clôture du séminaire relatif au programme gouvernemental, introduit le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des médias de Côte d'Ivoire, M. Amadou Koulibaly. Nous allons donc appeler Monsieur le porte-parole du gouvernement afin que celui-ci nous lise le communiqué final des 3 jours de séminaire que nous venons de réaliser. Monsieur le porte-parole, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, je m'en vais vous lire donc le communiqué qui a sanctionné les 3 jours de séminaire que nous avons eu ici dans cette salle des pas perdus. Les mercredis 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril 2021, s'est tenu dans la salle des pas perdus du palais présidentiel un séminaire gouvernemental sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, en présence de l'ensemble des membres du gouvernement et auquel a pris part le secteur privé. Ce séminaire, qui avait pour objectif principal l'élaboration du programme de gouvernement, s'est déroulé en 3 grandes étapes. La cérémonie d'ouverture, les travaux et la cérémonie de clôture. La cérémonie d'ouverture a été marquée principalement par le discours de cadrage de M. Patrick Jérôme Achi, Premier ministre, chef du gouvernement. Dans son discours introductif, le Premier ministre a tenu à exprimer sa gratitude et celle des membres du gouvernement à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour leur participation à ses côtés à l'œuvre gigantesque de transformation de l'économie nationale et d'amélioration continue du bien-être des populations ivoiriennes. Monsieur le Premier ministre a, par la suite, indiqué que la mise en œuvre de la vision 2030 du président de la République et de son projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire comporte des exigences que chaque membre du gouvernement, qui se veut un gouvernement de mission et de résultats. Le gouvernement devra donc travailler sans relâche, en demeurant mobilisé et uni, afin de propulser définitivement la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Dans ce sens, un intérêt plus important sera accordé aux problématiques du capital humain, de l'accès universel aux biens et services publics essentiels, l'électricité, l'eau potable, la santé, l'habitat, la mobilité, la connexion digitale. Monsieur le Premier ministre a en outre relevé que l'emploi reste un combat politique quotidien, une cause nationale permanente, notamment l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme, 2 enjeux majeurs sans lesquels la Côte d'Ivoire solidaire serait difficilement réalisable. Nombreux sujets ont été à l'ordre du jour, entre autres la priorité sur l'eau potable, l'énergie, la lutte contre le terrorisme, le volet sécuritaire intérieur et transfrontalier, regroupé au titre de la coopération de la défense et de la sécurité, les infrastructures, le cadre de vie des populations, l'habitat, la culture, les sports, le tourisme, la cohésion nationale, l'agriculture et nombreux autres points. Au terme des travaux, le secteur privé a marqué son adhésion à cette vision et a insisté sur la nécessité de son implication dans sa mise en œuvre. La cérémonie de clôture a été marquée par 2 temps forts. Le mot de fin du Premier ministre, qui sera prononcé tout à l'heure, et la lecture du présent communiqué final par le ministre porte-parole du gouvernement. Ce séminaire a permis d'élaborer les plans d'action prioritaires qui constitueront la base commune de travail gouvernemental
sur la période 2021-2023 avec un focus sur l'année 2021. Il a permis également d'envisager la nécessité d'optimiser le partenariat stratégique entre l'État et le monde des affaires, ainsi que le rôle majeur de l'entreprise privée dans la création de richesses, de valeur ajoutée, d'emplois et dans le développement de l'innovation. Cette journée de vendredi 23 avril 2021, dédiée au secteur privé, s'est articulée autour de 2 sessions. La première, dans la matinée, consacrée aux préoccupations générales, spécifiques et aux aspirations du secteur privé. La seconde session, dans l'après-midi, a permis au gouvernement de présenter la vision de développement stratégique Côte d'Ivoire 2030. Le secteur privé s'est largement étendu sur les principales préoccupations et aspirations de l'environnement des affaires et sur certains secteurs d'activité sous la modération du Premier ministre, avec des réponses à ces préoccupations apportées par les ministres sectoriels à la très grande satisfaction du secteur privé de Côte d'Ivoire, conduit par le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la CGECI. Visiblement très satisfait, M. Jean-Marie Aka a loué cette belle initiative PTG 2021 de l'État de Côte d'Ivoire en marquant la totale adhésion du patronat ivoirien et insisté sur la nécessité de son implication dans sa mise en œuvre. Au nom de l'ensemble des organisations de la société du secteur privé, représenté ici par la FIPME, la Fédération des PME de Côte d'Ivoire, la plateforme unique des PME, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien. Il me revient l'insigne honneur de vous dire notre mot de fin, qui est un mot plein d'émotion à la fin de cette journée mémorable. Monsieur le Premier ministre, nous l'avons dit en début de séance, cette journée est mémorable pour le secteur privé ivoirien et je voudrais vous faire la confidence, vous dire que depuis cet après-midi, je suis à mon 3e SMS reçu de collègues présidents de patronat d'Afrique centrale, d'autres régions de l'Afrique, qui ont eu l'information de cette rencontre et qui s'émerveillent devant ce qui se passe ici aujourd'hui au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, ce sont donc des mots de remerciement que nous souhaitons vous adresser pour avoir associé le secteur privé ivoirien à ce séminaire gouvernemental pendant une journée entière. À travers vous, nous voulons adresser nos remerciements très différents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a permis que cela soit. Nous voulons adresser nos remerciements à Monsieur le Président de la République, qui a mis le secteur privé au cœur de sa vision du développement de la Côte d'Ivoire. Cela était écrit dans le document de référence Côte d'Ivoire 2030. Cela était écrit dans le programme de gouvernement qu'il a soumis au peuple de Côte d'Ivoire et cela se confirme aujourd'hui par cette magnifique journée. Monsieur le Premier ministre, nous vous prions donc de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Pour clôturer cette âpre journée du vendredi 23 avril 2021, marquant aussi la clôture de ce séminaire de 3 jours, la parole est revenue au Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Jérôme Patrick Achi, chef du gouvernement, qui a rassuré le secteur privé en présence des membres de son gouvernement de mission. Au cours des 3 derniers jours, dans la collégialité, le débat et l'exigence, nous avons organisé l'essence même de ce qu'est le travail du gouvernement. C'est-à-dire la capacité à organiser l'action prioritaire de l'État, en faisant correspondre l'ambition et le projet de long terme du chef de notre nation, son Excellence Monsieur le Président de la République, les attentes et les espoirs de nos populations comme de nos entreprises et le niveau de nos financements disponibles. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est choisir. Apprend-on dans les facultés des sciences politiques. Et je suis ainsi convaincu que, grâce à l'ensemble des informations partagées, grâce à l'ensemble des paroles échangées, nous avons su, au cours de ces 3 jours, tout à la fois bien prévoir et bien choisir, pour arrêter nos actions prioritaires 2021 et bâtir notre programme de gouvernement jusqu'en 2023. C'est pourquoi je voudrais vous adresser ici mes plus vives félicitations pour la très haute tenue de nos travaux au cours de notre séminaire. Celui-ci a en effet été tenu dans les délais brefs, avec des préparatifs multiples et séquencés, depuis les ateliers ministériels, en passant par la revue du portefeuille de nos principaux partenaires de développement, jusqu'à la synthèse budgétaire réalisée par nos ministres du Budget, du Plan et des Finances. Je salue ainsi cet effort collectif d'une équipe engagée à répondre avec la célérité la plus grande, d'une part, à la mise en œuvre du projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire du Président de la République et d'autre part, à l'obtention de résultats tangibles pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous disposons d'un programme de gouvernement pour l'année 2021 que nous allons soumettre pour adoption lors du prochain Conseil des ministres. Les propositions issues des conclusions de nos travaux ont traité des questions suivantes. La sécurité tant à l'intérieur de nos frontières, enjeu central pour la stabilité de notre pays qu'à l'extérieur. La continuité de la qualité de l'offre de services publics, notamment dans l'eau, l'électricité, l'habitat ou la mobilité. La santé, la couverture maladie universelle et le système de protection sociale. L'amélioration de la qualité de l'enseignement à tous les niveaux de la chaîne éducation-formation. L'insertion professionnelle et la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. La transformation locale de nos matières premières et son intégration dans les chaînes de valeur mondiales. La production et la distribution alimentaire, tant au niveau végétal qu'au niveau animal et halieutique, eu égard au grand potentiel de notre pays. La montée en puissance de notre industrie traditionnelle comme de notre économie digitale. L'accélération du développement de nos régions, la question de la forêt et de l'environnement pour mieux respecter nos équilibres naturels et humains. La bonne gouvernance, enfin, et la lutte engagée contre la corruption. L'ensemble de ces thématiques seront traitées selon une approche résultat. C'est l'essence même d'un gouvernement. Prouver son utilité et rendre compte de ses réalisations. C'est pourquoi je demande aux membres du gouvernement d'approfondir en interne leurs travaux afin de transmettre à la primature, d'ici 8 jours, un tableau détaillé des réalisations prévues en 2021 avec des indicateurs de performance chiffrés et vérifiables. J'entreprendrai par ailleurs, dans les semaines à venir, une série de rencontres sectorielles pour approfondir plusieurs sujets cardinaux qui nécessitent des solutions durables. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous avons souligné la nécessité d'optimiser le partenariat stratégique entre l'État et le monde des affaires, ainsi que le rôle majeur de l'entreprise privée dans la création de l'innovation, de l'emploi, de la valeur ajoutée et, in fine, dans la production de richesses durables. Je tiens à saluer la qualité de nos travaux qui nous ont permis de débattre des goulots d'étranglement qui affectent notre potentiel de croissance, de lister les leviers qui font permettre de les lever et de partager in fine une vision commune de l'industrialisation de notre pays pour bâtir une Côte d'Ivoire meilleure pour toutes les composantes de notre société. Ensemble, nous avons eu des échanges denses sur des sujets absolument majeurs. La vision stratégique du secteur privé
et ses aspirations profondes pour accélérer la croissance ont également fait l'objet de larges débats à travers des attentes en matière de promotion des champions nationaux, d'entrepreneuriat national et de développement des PME, d'accès au financement, d'investissements directs étrangers et de conquête des marchés extérieurs. De façon très concrète, j'instruirai au cours des prochaines semaines des travaux de laboratoire ou labos publics-privés pour la résolution de certaines des problématiques que nous avons soulevées, parfois très complexes et impliquant de nombreuses parties prenantes. Ce sera l'exact pendant des réunions interministérielles du secteur public et elles auront pour échéance le 15 juin 2021, afin que nous puissions envisager le début de leur mise en œuvre sur le deuxième semestre 2021. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, la mobilisation cohérente, constante et collective du gouvernement sur l'ensemble de ces sujets hautement stratégiques permettra à nos concitoyens de constater que nous sommes réellement au travail, en mission, au plus près de leur réalité quotidienne, dans l'unique objectif d'obtenir des résultats. Pour leur présent, pour leur avenir et pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots et en réitérant mes félicitations aux membres du gouvernement comme au secteur privé et en adressant mes remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République pour avoir permis ces travaux que je déclare clos ce séminaire sur le programme de travail gouvernemental 2021-2023. Je vous remercie. Certains membres du gouvernement et du secteur privé se sont exprimés au micro de CNN. Vous le savez, hein, j'ai pu faire en fait la visite des différents marchés, je veux dire il y a quelques semaines, juste avant cette période importante d'augmentation du niveau de consommation en Côte d'Ivoire. Globalement, vous savez, les prix se tiennent, mais c'est vrai que pour certains produits, nous avons quelques écarts dû au fait de l'évolution des cours sur les marchés internationaux. Donc c'est l'un des axes sur lesquels nous allons travailler, comme je l'ai indiqué, à travers le processus de digitalisation que nous allons mettre en place et de veille pour voir en tout cas comment est-ce qu'on peut avoir une approche anticipative par rapport à la hausse des coûts de certains intrants qui sont utilisés sur les marchés internationaux. Donc ce que les populations doivent comprendre, c'est vrai, ce n'est pas l'État qui fixe les prix, les prix sont déterminés à travers la loi de l'offre et de la demande. Mais ceci dit, dès lors que l'État constate des dysfonctionnements ou bien des phénomènes de spéculation, il revient à l'État d'intervenir et notre dispositif législatif nous permet de le faire. Plus de 400 milliards pour la construction d'infrastructures dans le cadre de la Cannes 2023, mais aussi des infrastructures de proximité avec le programme du Précis spécial et il y aura les Agora pour que dans la proximité, la pratique sportive trouve des infrastructures. Mais il nous faudra pour demain que le sport en tant qu'industrie crée de la richesse, que le sport se professionnalise, que les jeunes générations utilisent le sport comme rampe de lancement social en se professionnalisant et en utilisant tous les métiers du sport comme des métiers générateurs de revenus, dans l'équipement, dans l'artisanat et aussi dans le management des activités sportives. C'est une bonne entrée pour le nouveau Premier ministre et nous avons vu dans ses interventions une personnalité engagée, personnalité qui veut justement répondre aux instructions du chef de l'État pour que sa vision à l'horizon 2030, en tout cas, soit une réalité. Et au cours des débats, nous avons vu là-dedans, en tout cas, la sincérité, une certaine conviction, en tout cas, à faire avancer la Côte d'Ivoire. Et le fait d'avoir mis le secteur privé au cœur justement du développement économique de notre pays nous rassure et nous aussi, nous nous sommes engagés en tout cas à faire de telle sorte que ce soit une équipe. C'est vrai, il y a le gouvernement, il y a le secteur privé, mais pour nous, ça va être désormais une équipe parce que le gouvernement veut marcher avec nous et le gouvernement veut s'engager pleinement et dans certains secteurs, pas jouer un rôle seulement, j'allais dire, républicain, mais un rôle d'affaires, d'accompagnement et de telle sorte que l'État lui-même puisse tirer
un certain profit dans l'intérêt de tous. Ce séminaire a permis d'élaborer les plans d'action prioritaires du travail gouvernemental 2021-2023 avec un focus 2021 ainsi que le rôle majeur de l'entreprise privée dans la création des richesses, de valeur ajoutée, d'emplois et dans le développement de l'innovation. La ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et de la Santé publique Manaouda Malachi, accompagnée par quelques experts de la santé, était face à la presse ce 14 avril 2021 à Yaoundé. Objectif, faire le bilan de la lutte contre la pandémie et rassurer l'opinion publique sur la campagne de vaccination. Après avoir appelé l'acquisition des ambulances, des scanners et d'autres équipements médicaux lourds, ainsi que le renforcement du plateau technique de plusieurs formations sanitaires, le porte-parole du gouvernement a souligné que les dispositions sont prises en vue de la décentralisation du plan de riposte sur l'ensemble du territoire national. Ceci en vue d'une mobilisation plus large et sans répit pour contrer de manière efficace cette pandémie à coronavirus. Le ministre Emmanuel René Sadi a précisé lors de cette conférence de presse conjointe que le déploiement des différents acteurs sur le terrain bénéficie d'un accompagnement optimal des pouvoirs publics. Le vaccin anti-Covid étant l'une des meilleures options dans ce combat, l'État camerounais a aussitôt entrepris des démarches pour l'obtenir et se félicite de la réception dimanche dernier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté de la première cargaison du vaccin chinois Sinopharm. Le ministre de la Santé publique a annoncé l'arrivée d'une deuxième vague dans les prochains jours afin de préserver la vie des populations. Au moment où plusieurs pays du monde font face à de nouvelles vagues de la pandémie et l'apparition de plusieurs variantes, la vaccination apparaît donc comme la meilleure solution pour prévenir les effets de la pandémie, voire y mettre fin en complément du respect des mesures barrières et du port systématique des masques. Le Cameroun s'est donc préparé à introduire le vaccin dans le dispositif actuel de la riposte en se dotant d'un plan national de déploiement et de vaccination en janvier 2021. Les démarches ont dès lors été entreprises pour rendre disponibles les vaccins et lancer la première phase de la vaccination dès le lundi 12 avril 2021. Grâce à la facilité COVAX, le Cameroun recevra des doses de vaccins suffisantes pour couvrir jusqu'à environ 20% de sa population cible. C'est dans ce cadre que notre pays recevra en totalité 1 752 000 doses de vaccins AstraZeneca avant la fin du mois de mai 2021. Une première livraison de 391 200 est annoncée pour le 17 avril 2021. En dehors de la facilité COVAX, plusieurs autres opportunités ont été explorées pour l'acquisition des vaccins, notamment la possibilité des accords bilatéraux avec les pays partenaires fabricants de vaccins et les initiatives sous-régionales et régionales. Ainsi, une commande de 4 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson a été conclue en date du 7 avril 2021 entre le gouvernement et l'Union africaine via CDC Africa. Par ailleurs, le Cameroun vient de réceptionner, comme il a été dit tout à l'heure par Monsieur le ministre de la Communication, un don de 200 000 doses de vaccins Sinopharm produits par les Chinois, offert par la République populaire de Chine au Cameroun. Un don de 1200 doses de vaccins Sputnik a également été fait au Cameroun par l'Ordre national des médecins du Cameroun. D'autres structures privées s'apprêtent également à acquérir, sous l'encadrement du gouvernement, des vaccins pour le Cameroun également. Dans le cadre de la préparation de l'introduction donc de ces vaccins, le gouvernement a préparé avec la participation de toutes les parties prenantes un plan national de déploiement et de vaccination conformément aux nouvelles orientations de la facilité COVAX qui indique désormais que le pays va recevoir suffisamment de doses entièrement supportées par la facilité pour vacciner au moins 20% de sa population considérée à risque. Le dit plan propose un déploiement graduel
de la vaccination en commençant par les personnes les plus exposées ou à risque de formes graves et de décès à la lumière des avis du Conseil scientifique pour les urgences de santé publique et du groupe technique consultatif national pour la vaccination. Si les efforts du gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire sont à saluer, les populations sont d'ailleurs appelées à y contribuer en restant fidèles au respect des mesures barrières et en se faisant vacciner volontairement. Le dernier conseil des ministres du mois d'avril s'est tenu ce mercredi 28 avril 2021 au Palais présidentiel. Avant le démarrage des travaux du dit conseil, présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, les membres du gouvernement, avec en tête le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Patrick Hachi, ont signé individuellement la charte d'éthique du gouvernement. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé aux ministres de se soumettre à la loi de déclaration des biens et leur a fait savoir qu'il prendra des mesures fermes contre l'utilisation des sirènes et gyrophares dans les cortèges présidentiels, ainsi que le cadre de leurs fonctions balisées. Les nouveaux ministres ont été invités par le chef de l'État à se mettre au travail. À l'issue de ce conseil des ministres, 4 décrets ont été signés par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, parmi lesquels 2 décrets relatifs à la reprise du scrutin législatif dans les circonscriptions où les résultats du dernier vote ont été invalidés et dans les circonscriptions où les élus sont décédés après les résultats du scrutin. Pour ce qui est des annulations, ce sont les circonscriptions de Gbelo, Gouékan, Konan, Ouaninou, Sabadougou et Santa, communes et sous-préfectures, la circonscription de Atoutou et Jacquesville, communes et sous-préfectures, de la circonscription de Dabouyo et Guéyo, communes et sous-préfectures, et de la circonscription de Dogbo et Grand Bérébi, communes et sous-préfectures. Pour les 2 autres circonscriptions où nous avons perdu donc des élus, il s'agit de la circonscription électorale de Séguéla et de celle de Mankono. Ainsi donc, sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, les collèges électoraux de ces circonscriptions électorales sont convoqués à la date du samedi 12 juin 2021 de 8h à 18h en vue donc de l'élection de leurs députés à l'Assemblée nationale. La durée de la campagne est fixée à 7 jours. Elle est donc prévue s'ouvrir le vendredi 4 juin 2021 à 0h pour prendre fin le jeudi 10 juin 2021 à minuit. Le Conseil des ministres a donné son accord au plan de réhabilitation du zoo d'Abidjan qui avait été fermé temporairement par le gouvernement. Le gouvernement avait décidé de fermer temporairement le zoo en octobre 2020 en vue d'engager des études techniques pour la mise en œuvre d'un plan de rénovation et de développement visant à hisser le zoo au niveau des standards internationaux. Ce plan, d'un coût prévisionnel de 500 millions, a été adopté. L'arrêté du ministre des Transports concernant les conditions de passage de permis de conduire ont été renforcées. Le Conseil a adopté une communication d'information relative à la suspension des inspecteurs du permis de conduire. Les agents de la gendarmerie, pendant une période de 3 mois, sont requis pour assurer la mission d'inspection pour les examens de passage du permis de conduire, en attendant l'achèvement de la réforme du permis de conduire. Le Conseil des ministres a dégagé une enveloppe financière pour lutter contre l'épizootie qui frappe actuellement la cuniculture, l'élevage de lapins en Côte d'Ivoire. Le Conseil a adopté une communication relative à l'épizootie de fièvre hémorragique du lapin dans le Grand Abidjan. À la date du 31 mars 2021, sur une population nationale estimée à 20 000 lapins, 6 315 morts ont été rapportés par les éleveurs. Face à cette menace sanitaire, le Conseil a décidé de mettre en place une stratégie de lutte d'un coût global de 170 millions en vue d'éradiquer cette maladie. Le district d'Abidjan a eu la primeur de la campagne de vaccination contre la Covid-19. L'ensemble du territoire national sera concerné par la dite campagne. Cette campagne a démarré effectivement le 1er mars. Au 25 avril 2021, 118 875 doses de vaccins ont été administrées, dont 101 805
pour la première dose et 17 070 pour la deuxième dose. Aucun effet secondaire grave n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Au regard du taux de vaccination en deçà des prévisions, un plan de déploiement à l'échelle nationale a été adopté par le gouvernement en vue d'améliorer le taux de couverture vaccinale. Il s'agira de démultiplier les équipes de vaccination aussi bien dans les districts sanitaires de l'intérieur du pays que dans les districts sanitaires cibles du Grand Abidjan. Cette opération a commencé depuis le 26 avril 2021. La fête du travail ne sera pas en reste. Elle sera marquée par une cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Patrick Hachi. Le Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan. C'est après avoir parcouru 86 km du tronçon Kolesonding sur la nationale numéro 1 que le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, a été affectueusement accueilli par les populations de cette localité. Objectif de sa visite, évaluer la dégradation de la chaussée marquée par les fissures parcellaires sur environ 7 km. Une dégradation qui semble se justifier d'après les experts par une mauvaise qualité du béton pouvant, à long terme, causer une dégradation complète sur la chaussée à ces endroits. Cependant, les analyses se poursuivent afin de déterminer les raisons réelles de cet état des choses. Toutefois, les mesures correctives sont prises par l'entreprise chinoise CWE en collaboration avec le labo Génie pour apporter des solutions dans les brefs délais. Malgré cette contrainte à laquelle s'ajoute le retard de paiement de plus de 5 milliards de francs CFA en attente, les travaux ont à ce jour pris de la vitesse sur le terrain. Les travaux en cours d'achèvement actuellement portent entre autres sur la préfabrication et la pose des dallettes, la construction du poste de péage, les descentes d'eau, des escaliers, des caniveaux et chaussées bétonnées ainsi que l'étude des voiries de Koteng et de Nanga et Boko. Les travaux qui jusqu'ici n'ont pas encore été engagés incluent la construction d'une station de pesage au PK61 et d'une station de comptage automatique, la pose des panneaux de signalisation, des balises de virage et des bornes kilométriques. Pour le ministre, l'état d'avancement des travaux estimé à 86,19% est à féliciter, mais il reste encore beaucoup à faire. Dire que les travaux avancent, ils avancent avec l'ensemble des difficultés concernant ce projet et nous avons remarqué qu'il y a des difficultés d'ordre technique et même géologique sur certains kilométrages. Sur la première partie, les solutions ont déjà été trouvées et les corrections vont être faites. Sur la seconde partie et concernant les contractualisations, je voudrais rassurer les populations de Minta et aussi et même avant que nous prendrons tout en œuvre avec le ministère en charge, le maître d'ouvrage, le ministre des Travaux publics, pour que les contractualisations et tous les détails qui restent à régler, ne serait-ce que sur le plan technique et sur le plan financier, parce que j'ai regardé qu'il y a un décalage entre l'état d'avancement et les paiements. Donc nous allons faire en sorte qu'ensemble nous puissions trouver la solution, puisqu'il s'agit d'un projet gouvernemental dans sa totalité et en vertu de la solidarité gouvernementale, nous allons appuyer ce projet pour que les populations puissent bénéficier effectivement de la circulation la plus fluide possible. Et je sais que ça sort aussi à l'est, ça va dans la Damawa et c'est quasiment un carrefour et nous avons véritablement un intérêt particulier à ce que ce projet arrive à son terme. En attendant de tout mettre en œuvre pour résoudre la question des paiements des décomptes, le ministre a le regard fixé sur les copies du rapport mensuel d'activité géotechnique, afin de pouvoir évaluer davantage la progression des travaux. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.